Top 10 all-time, Rafael Nadal. On va pas tourner autour du pot. Rafa, c'est le générateur de matchs frissons ultime dans l'histoire du tennis. Il y a rien au-dessus, rien. Il a affronté Prime Federer, il a affronté Prime Djokovic 60 fois. 60 oppositions entre Djokovic et Nadal. On a un catalogue, Murray, Del Potro, Thiem, tout ce que vous voulez. On a un catalogue de matchs avec Rafa. En fait, si c'était un artiste, un musicien, bah, ce serait le type avec la plus grande discographie, peut-être, de l'histoire du tennis. La sélection, elle a été immensément dure. Je suis arrivé au début à 42 matchs. J'ai dû élaguer progressivement. J'ai retenu 10 rencontres. Et je vous demande dans les commentaires, aidez-moi peut-être à l'issue de cette vidéo. Dites-moi si j'ai oublié un match, si vous voyez mieux au niveau de son podium. On va dérouler le fil de la carrière de Rafa, se replonger dans nos plus beaux souvenirs tennis, juste après un petit mot du sponsor. CyberGhost VPN sponsorise cette vidéo. Les fuites de données, une navigation facilement suivie chez vous ou en déplacement, franchement, épargnez-vous ça avec CyberGhost VPN qui vous permet de sécuriser votre flux face au regard indiscret. Un VPN, et je l'utilise moi-même au quotidien, c'est un outil indispensable aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce que pensent les plus de 38 millions d'utilisateurs de CyberGhost VPN. L'utilisation, elle est super simple. Un petit clic et vous pouvez vous déplacer partout dans le monde, ce qui vous permet de débloquer le catalogue de toutes les plateformes de streaming, Netflix, Prime, etc. Ça vous fait plus de films et plus de séries à regarder, et ça, c'est toujours bon à prendre. Au niveau du sport, c'est pareil. En Belgique, en Suisse, en Australie, certains sports sont diffusés gratuitement alors qu'ils sont payants en France. Et bien avec CyberGhost VPN, vous changez de localisation et vous accédez à ces diffusions gratuites. En France aussi, certains sites pour les grands ont été bloqués récemment. Il faut de plus en plus prouver son identité alors qu'on souhaiterait conserver son anonymat. Avec CyberGhost VPN, vous vous affranchissez de ce type de blocage avec en plus une navigation garantie 100% sécurisée. L'autre atout, c'est qu'un seul abonnement peut vous permettre de sécuriser 7 appareils en même temps, votre téléphone, votre ordinateur et même votre console de jeu. Et ce partenariat avec CyberGhost VPN vous offre une réduction de 83% sur l'abonnement plus 4 mois gratuits et vous avez un droit de rétractation jusqu'à 30 jours en plus d'un service client dispo en permanence. Alors un immense merci à CyberGhost VPN de sponsoriser la chaîne. Un abonnement chez eux, c'est un soutien direct à Service Volé, alors n'hésitez pas, et nous on retourne à la vidéo. Allez, retour à la vidéo et on attaque avec le match numéro 10 de cette sélection, la finale de Rome en 2005 face à Guillermo Coria. Ce match, il est essentiel, fondamental dans la carrière de Rafa, parce que déjà, Rafa et Coria, ils se sont soigneusement évités l'année d'avant. Nadal qui se blesse au pied, qui va manquer l'essentiel de la saison sur terre battue, il va pas pouvoir disputer son premier Roland-Garros en 2004, et 2005, c'est l'heure de vérité entre les deux loustics. D'un côté, on a le nouveau roi sur terre battue, Guillermo Coria, qui est le joueur dominant sur la surface depuis 2 saisons, qui a manqué une occasion en or de remporter son premier Roland-Garros en 2004 face à Gaston Gaudio avec 2 balles de titre, mais aussi un choke juste monumental quoi. Le choke, le craquage qui nous a fait Guillermo Coria avec des crampes, avec une incapacité à mettre le couvercle, à terminer cette partie. Mais à la limite on se dit, ok, Coria il a 23 ans simplement, il va remporter un Roland-Garros dans sa carrière, 2, 3, 4, pourquoi pas plus. C'est un joueur qui semble dessiné, conçu pour remporter Roland-Garros. C'est clair et net, la compréhension de la surface, la qualité de déplacement, elle est juste superbe. Mais de l'autre côté, on a un certain Rafael Nadal qui commence à faire du bruit. Ça fait 1-2 ans voilà, qu'on commence à bien l'observer. C'était un junior très prometteur et c'est surtout un gars qui a un physique lui aussi. Alors à contrario d'un Guillermo Coria qui est filiforme, qui est tout petit, Rafa il en impose énormément. Donc on a sur cette finale déjà qui dure 5h14 d'un scénario qui est complètement fou, Rafa qui va être mené 3-0 dans la 5e manche et balle de 4-0 sur le service de Guillermo Coria, des breaks à 3-1, Rafa qui est encore en difficulté de mémoire, il doit y avoir un 0-30, il va réussir au forceps à revenir dans cette partie. Et en fait dans ce match on a plusieurs choses qui ressortent. La première c'est que Rafa c'est un athlète hors norme, il a des qualités athlétiques qui sont folles et on sent déjà que il y a un truc au niveau de son refus de mourir surnaturel, de sa combativité, une combativité que Lleyton Hewitt avait portée à un certain niveau, qu'on n'avait peut-être pas revu, soyons clairs, depuis Jimmy Connors, mais là en fait c'est Jimmy Connors et Lleyton Hewitt et il balance du kérosène dessus quoi. Il y a vraiment un truc qui se passe avec ce jeune Rafa, la tenue, le débardeur, le pantacourt, la détermination, la fougue aussi. Et dans ce match, qui est un petit peu sinusoïdal quand même de la part de Rafa,
On perçoit aussi le joyau pas encore totalement dégrossi avec la créature de Tony Nadal qui le téléguide depuis les tribunes. Et même au niveau tactique, je trouve que et au niveau technique, c'est un joueur qui est méconnaissable par rapport aux années qui vont suivre, 2013 et les années suivantes où il va vraiment faire évoluer son jeu, mais c'est un match très très important pour lui, une victoire cardinale dans sa carrière. Numéro 9 de cette sélection, la finale de l'US Open 2019 face à Daniil Medvedev. Alors cette finale, allez, c'est peut-être un choix égoïste de ma part, mais cette finale, c'est les émotions, quoi. C'est le parfum de folie, c'est un scénario qui devient complètement incontrôlable, complètement fou. 2019 aussi, pour le contexte, il est important parce que c'est la dernière année du Big Three, avec Nadal, Djokovic et Federer, respectivement 1, 2 et 3 à la fin de la saison. Et bah c'est la fin d'une ère, quoi. On le sait pas encore exactement à ce moment-là, et puis ce qui va arriver à partir de mars 2020 va aussi casser complètement à la fois la face du monde, mais la saison tennis qui va être complètement perturbée. Et puis aussi, on a Tsitsipas, on a Thiem, on a Medvedev, justement, à partir de l'été américain, qui sont des joueurs qui sont en train de percer, qui sont en train de pop. Et cette finale, elle est en 2 actes, avec 2 sets, 1 break pour Rafael Nadal. Et à cet instant, évidemment, on se dit, bon, bah voilà, branlada, surtout vu ce qu'il lui a mis à Montréal quelques semaines avant, Rafa qui remporte la finale de mémoire 0-3 ou 3-0, 6-0, 6-3, je crois, vraiment de tête. Et on se retrouve sur un scénario qui va complètement basculer dans la 3e manche, avec Daniil qui va réussir à remonter le couteau entre les dents au forceps, qui va remporter la 3e manche, la 4e manche également au panache, alors qu'il est complètement au bord du gouffre. Même dans le 4e, hein, il est souvent contesté, il est en difficulté. Il va réussir à remporter cette manche-là. Et le moment fabuleux de cette finale, c'est au tout début de la 5e manche, quoi, avec un Rafa qui met le genou à terre, qui est pris par aussi la réinvention de Daniil qui fait 70 montées au filet sur ce match, mais c'est aussi le cas pour Rafa. Donc on a vraiment des deux côtés 2 joueurs qui ont essayé de se chambouler tactiquement, qui ont proposé des choses différentes, et c'est la beauté du format en 3-7 gagnants qui est exprimé dans cette finale, avec un Rafa qui est à 2 doigts de la ligne d'arrivée, et puis qui finalement va devoir lutter, comme quasiment Jaja, sur cette victoire en 5-7. On a une grande charge émotionnelle aussi à la fin de la partie, avec Nadal qui regarde l'écran géant, qui est bouleversé par cette victoire, parce qu'il s'est fait très très peur, et c'est aussi la naissance du grand Daniil, avec un run juste monumental sur cette US 2019, le match contre Feli Lopez, où il prend tout le public à partie, le match contre Dellien juste avant, cet attelage Servara-Medvedev qui va générer une place de numéro 1 mondial et un titre en Grand Chelem à l'US 2 ans après. Et cette finale-là, franchement, peut-être le plus beau match de la saison 2019. 8e rencontre de cette sélection, la demi-finale de Madrid face à Novak Djokovic en 2009. Le match, il dure 4h02. C'est le plus long match de l'histoire du circuit ATP en 2-7 gagnants. C'est dépassé par le match entre Del Potro et Federer aux Jeux Olympiques en 2012, mais c'est parce que c'est un match qui n'a pas de tie-break dans la 3e manche. Là, il y a un tie-break. Et c'est un match, quand on le revoit, qui annonce beaucoup de choses qu'on va pouvoir observer dans le futur entre les 2 hommes. Déjà, on a un Djokovic qui est largement au niveau, et même plus encore. Alors ok, on est à Madrid, on est en altitude, c'est des conditions que Rafa n'a jamais vraiment trop appréciées, mais quand même, le revers écrasé à plat dans la diagonale sur le coup droit de Rafa, ça fait un mal terrible, un mal de chien à Nadal, et c'est une arme qui est maîtresse dans cette opposition, dans ce match-up, le revers long de ligne aussi, la capacité à prendre ce revers très haut à 2 mains, il n'est pas gêné comme par exemple un Roger Federer, et puis on ressent chez ce Novak, et pourtant c'est pas le Neo Djokovic qu'on connaît à partir de 2011, pas du tout, c'est un Djokovic encore un petit peu brut, bon, vainqueur en Grand Chelem l'année d'avant à l'Open Australie, certes, mais c'est pas le Novak post-saison 2011. Eh bien malgré tout, dans la croyance, dans l'espèce d'attitude sur le court, il y a quelque chose qui se dégage de lui, on a vraiment l'impression qu'il craint pas du tout Rafa. Alors qu'on est sur terre battue, eh ben non, il a aucune crainte. On va avoir un départ canon de la part de Djokovic dans ce match. Rafa qui, au couteau,
au mental, à la grinta, va réussir à arracher la deuxième manche. Dans le troisième set, Nadal qui est briqué, qui va réussir, bon an mal an, à revenir dans ce troisième set. On se retrouve dans un tie-break du troisième, de tous les possibles, de tous les dangers, et on est tous en train d'halluciner. On se dit, mais comment c'est possible que Rafa puisse peut-être perdre là, face à Novak Djokovic sur terre battue? Surtout que Novak, il a 3 balles de match sur ce tie-break qui vont être sauvés par des coups droits longue ligne de Rafa. Là aussi, un axe stratégique hyper important dans ce match-up. Et cette rencontre, même si Novak la perd, il donne rendez-vous à Rafa 2 ans plus tard. 7e match de cette sélection, la finale de Rome 2006, cette fois-ci face à Roger Federer. On a 5h05 de match. C'était ça qui était bien aussi avec les finales en Masters 1000, c'est qu'on avait, je le répète, je le redis, un peu comme des répétitions des finales en Grand Chelem. On a 5h05 de match, et surtout on a un Rafa qui est en train de construire un immeuble dans la tête de Roger Federer, qui le fait craquer sur son coup fort, sur son coup droit. Nadal qui sauve 2 balles de titre sur cette finale légendaire. Surtout que Roger, il s'est un peu réinventé, il a analysé quelques petites choses, il attaque ce match pied au plancher, il domine en fait Rafa quand on revoit la rencontre et qu'on prend 5h05 de notre vie pour revoir ce banger, ce classique. Roger, il monte à la volée, il prend franchement le filet d'assaut, aussi des variations, des ouvertures d'angle, mais pas trop, surtout ne pas trop ouvrir, des amortis aussi bien distillés, et globalement, il arrive à court-circuiter très souvent le schéma de Rafa qui consiste, vous le savez, côté coup droit, à envoyer les fameuses accélérations ultra liftées sur le revers à une main de Roger, qui a beaucoup de mal à tenir ça, à tanker ça. Et bien Roger qui, globalement, je trouve, fait peut-être l'un de ses meilleurs matchs en carrière sur terre battue. Évidemment, il y a la finale de Hambourg aussi, hein, mais c'est vraiment un très très grand match, surtout sur la durée en fait, sur la distance. Federer qui est juste énorme sur ce match-là, mais de façon tragique. Federer avec aussi, il y a une petite précipitation sur l'une des 2 balles de match, et on sent que le gars en face, le Rafa, il le respecte peut-être un petit peu trop. Il y a aussi cette tension avec Tony Nadal pendant le match, où en gros il dit à Tony, t'arrêtes de coacher là, ça suffit. Le coaching étant illégal à l'époque, et on voit de toute façon Tony qui téléguide beaucoup Rafa dans ses jeunes années. Et ce match-là, c'est aussi l'ancrage, la cristallisation de la rivalité fédale. On les retrouve quasiment tout le temps au printemps sur terre battue, avec beaucoup d'opposition qui tournent très nettement à l'avantage de Rafa Nadal. Donc on a ces 2 finales-là, en 2005 et en 2006, de Nadal qui vont le faire rentrer dans le très très grand monde, avec en parallèle bien sûr les victoires à Roland-Garros, et surtout que ces 2 finales, à la fois contre Coria l'année d'avant et cette finale-là, qu'il n'est pas forcément censé gagner, et ça nous montre à quel point ce type a un fighting spirit de l'espace. Le 6e match de ma sélection, c'est la finale de l'US Open en 2013 contre Novak Djokovic. Rafa qui s'est blessé au genou sur la fin de la saison 2012, qui joue plus après son élimination contre Rosol, ça doit être ça, à Wimbledon en 2012. Il revient qu'en février, donc il manque l'Open d'Australie en début de saison, et là il nous enclenche un comeback de l'Espacio, délirant. Alors c'est un comeback ultime, ça a souvent été un peu le cas chez lui de revenir très très fort après de longues absences, mais surtout dans ce match, et dans cette saison 2013 globale, mais vraiment dans ce match, il débloque un truc dans son arsenal. Alors il y a le service évidemment, il y a des schémas qui sont meilleurs, qui sont plus adaptés à la surface dure, une meilleure agressivité, une meilleure modulation de son tennis pour s'adapter au dur, pour s'adapter à Novak Djokovic. Il a compris ce qui s'est passé en 2012, il a compris aussi qu'il a pris pas mal de bananes là contre Novak. Bien non, il revient avec de nouvelles intentions, et surtout que il avait déjà battu Novak quelques semaines auparavant en demi-finale de Montréal, mais ça s'était résolu au tie-break du 3e set, ça avait été ultra accroché. Là pour le coup, Novak, il va un petit peu passer à côté, on peut pas dire le contraire, c'est pas le meilleur match de la carrière de Djokovic, qui plafonne un petit peu au niveau technique, je trouve, au niveau des intentions. Il va progresser ensuite avec Boris Becker, mais surtout, Nadal, il montre que c'est un joueur qui a appris, c'est un joueur qui sait évoluer, faire évoluer son jeu, avec, on a parlé de son service amélioré, qui va être une arme très très importante pour lui. Il va revenir
bien des années après, en 2019, pareil, avec un service réinventé. Mais ironiquement, je retiens ce match aussi parce que c'est la dernière victoire en carrière de Rafa face à Novak sur dur. Ensuite, il va se prendre un 7-0 dans les dents. Et c'est un match, c'est une finale qui raconte à merveille à quel point Nadal et Djokovic ont passé toutes les années 2010 à se réinventer, à essayer de surprendre l'autre, d'amener quelque chose dans son arsenal, un coup stratégique, améliorer sa technique. Bref, les Jodal, ça passe aussi par cette finale de l'US Open en 2013. Le numéro 5 de cette sélection, c'est la demi-finale de l'Open d'Australie en 2009 face à Fernando Verdasco. Alors je vous le dis tout de suite, je préfère ce match à la finale, parce que cette rencontre... J'ai dû regarder 2h30 de ce match pour préparer la vidéo. Mon Dieu. Oh là là. 5h14 de combat. Verdasco Prime. Ultra Prime. Super Saiyan Evolution, je sais pas quoi. Les pains qu'il envoie à Verdasco pendant tout le match, ou presque. Il fait quoi? Il fait 95 coups gagnants contre Nadal. 95. C'est irréel le match qui sort. Il est possédé en plus avec sa main comme ça à chaque fois qu'il fait un coup droit gagnant. Comme ça. Il est fou. Il est bodybuildé. Je crois qu'il bosse avec Gilles Reyes à l'époque, qui était le prépa physique d'André Agassi dans les années 90. Le gars, tu regardes Fernando Verdasco sur ce match, sans déconner, je pense que il prend l'Everest, il le soulève à main nue, quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi, le Verdasco de ce match-là. Juste hallucinant, la performance qui sort. Et pourtant, il perd. Parce que Nadal, très souvent, loin de sa ligne, à devoir défendre, à devoir se prendre des pains comme ça dans tous les sens de la part de la Fernande. Hyper compliqué pour lui d'asseoir son jeu parce que il est dominé physiquement, quoi. Ça paraît hallucinant, mais sur de très très larges portions de la partie, il est dominé physiquement par Fernando Verdasco. Alors on a des temps forts dans tous les sens sur ce match. La fin du second set, elle est très importante parce que ça permet, il y a 5-4, ses services Verdasco, il va réussir à breaker et à prendre le deuxième set et tu vois à quel point il est soulagé, quoi. Super important au niveau du momentum de prendre ce deuxième set parce que mener 2-7-0, je pense que ce match, c'était ciao bye bye. Il y a des points, alors notez ça peut-être sur un petit calepin ou sur votre téléphone. Dans le quatrième set, 3-4, 40-30, service de Nadal, regardez ce point, c'est un point de l'espace. En fait, ce match, je pense que c'est le match qui ressemble le plus à un match de top spin ou un match de Virtua Tennis. C'est pas du tennis, c'est pas possible, c'est irréel ce que font les gars, avec des angles en plus qu'ils arrivent à trouver, parce que c'est deux gauchers. Les défenses, je me répète, mais la qualité de défense, la grinta de Rafa qui va pousser à bout Fernando Verdasco qui fait une double faute sur la balle de match, comme un symbole presque de l'espèce de je sais pas, de monstre à renverser qui est Rafa Nadal. Surtout qu'il y a beaucoup de balles de break pour Rafa, il y en a 19, Verdasco en sauve 16, mais c'est une rencontre, je pense que c'est l'une des rencontres les plus jouissives du 21e siècle. Et c'est juste un chef-d'œuvre ce match, quoi. C'est un chef-d'œuvre. Et surtout, Rafa, il va réussir à enchaîner juste après, en finale, face à Roger, et remporter son premier Open d'Australie. Numéro 4, nous sommes à Roland-Garros. On devait y arriver à un moment donné. Nous sommes en 2013, et vous savez de quoi je vais parler. Pas de la finale face à David Ferrer, non. La demi-finale face au Grand Novak. Les matchs en 5-7, parce que c'est un match en 5-7, les matchs en 5-7 de Nadal à Roland-Garros, en fait, ils sont tellement rares qu'on peut les compter sur le doigt d'une main. On a Isner en 2011, on a Félix Auger-Aliassime en 2022, et on a ce match face à Novak Djokovic. Et puis surtout, les défaites de Rafa à Roland, elles sont toujours un peu teintées d'un truc, d'une excuse, d'une blessure. Contre Soderling en 2009, on sait, c'est son gars qui l'avait expliqué. Tout le vestiaire le savait apparemment, qu'il était malade. En 2015, quand il perd contre Novak, c'est un demi à Rafa. En 2021, il est blessé au pied. Et en 2024, il est en fin de vie, il est mourant contre Sacha Zverev au premier tour. C'est pas vraiment un match qui compte dans ces défaites, je trouve, même si c'est une défaite, évidemment. Donc il y a toujours un peu des circonstances atténuantes sur les défaites de Rafa. Et là, il y en a aucune. Aucune. Il est passé au bord du précipice contre Novak Djokovic cet après-midi-là. C'est un match qui bascule complètement dans le quatrième set, parce que Rafa sert pour le match à 5-4, et là, bon, on est devant notre écran, déjà on se dit bravo Novak, super lutte, t'as vraiment poussé Rafa
parfois à bout dans cette rencontre, mais voilà, c'est pas un match qui va rester dans les annales. Novak qui va débreaker, parce que Novak il lui met des ogives en revers, il ouvre les angles avec son coup droit, il te fait une maestria tactique, le génie tactique qu'est Novak Djokovic sur cette remontada. Il remporte le tie-break juste derrière, et là on arrive dans le 5e, et là tout est possible. Surtout que Novak break d'entrée Rafa dans la 5e manche, avec un retour de revers, longue ligne, fantastique, et vous pouvez revoir ce point, le retour de revers. On a l'impression, je sais pas, qu'il y a un truc dans sa raquette, c'est pas possible quoi. C'est juste fou ce qu'il arrive à faire. À 4-3, 41, donc Novak a encore le break, il est à rien d'arriver sur la ligne, d'arriver avant Nadal et de remporter ce match. Et derrière, on sait très bien qu'il va aller exploser David Ferrer en finale. Eh bien non. On a ce match, cette volée haute culte, il la pousse vers l'extérieur et il se vautre sur le filet. Et là, t'as Rafa qui fait t'es tombé sur le filet avant le deuxième rebond, du coup c'est point pour moi. Et là, t'as Pascal Maria qui dit à Novak « Ah non, t'as perdu le point là, je suis désolé. » Et là, tu vois Djokovic qui se dit « Mais c'est pas possible quoi. » En plus, on sait que les marges, elles sont tellement fines face à Nadal qu'il lâchera jamais rien. Et quelques instants plus tard, il se fait débriquer. Et on avance parce qu'il n'y a pas de tie-break à l'époque. Et c'était super, il n'y avait pas de tie-break dans les 5e sets. On se retrouve à 8-7. Novak qui fait un jeu horrible, malheureusement. Il fait un Djoko match dans la même position d'ailleurs que... la volée haute, la satanée volée haute quelques minutes auparavant, il y a un passing de Rafa parce qu'il monte au filet et 2 fautes directes grossières et donc Rafa qui s'en sort miraculeusement sur cette rencontre et qui aura jamais été autant poussé à bout sur une victoire et c'est un match aussi pareil où je pense que Novak il doit le gagner celui-là. Allez, on arrive sur le podium des plus grands matchs, des meilleurs matchs de la carrière de Rafa Nadal. Et pour moi, le 3e meilleur match de sa carrière, c'est la finale de l'Open Australie en 2022 face à Daniil Medvedev. Parce que c'est son chef-d'œuvre émotionnel, tout simplement. C'est un match... En plus, c'est le Nadal en dernière partie de carrière qui se blesse, vous le savez, à Roland-Garros en 21, qui revient début 2022, qui remporte le tournoi de préparation juste avant l'Open Australie. Et il y a un côté impossible dans cette espèce de dernière résurgence, surtout que c'est un 86, donc il va avoir 36 ans, c'est un joueur qui a été perpétuellement blessé dans sa carrière, et même au-delà de ce titre, il va continuer, il va remporter Acapulco avec un niveau de jeu, s'il vous plaît, en battant Kyrgios, en battant Alcaraz, avant de se reblesser à Indian Wells. Et dans ce match, vous le savez, vous vous en souvenez, il est mené 2-7-0, il est mené 0-40 sur son service, et là on se dit, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Medvedev est trop fort. Medvedev, c'est l'un des meilleurs joueurs sur dur à cette époque. Avec Novak, c'est le top 2. C'est pas infamant de perdre en finale de l'Open Australie. Voilà, la belle histoire va s'arrêter là. Eh bien, pas du tout. Il va réussir à sauver ce jeu, à revenir petit à petit, tel le guerrier ultime qu'il est, qu'il peut être. Et il va utiliser toute sa palette tactique, technique, sa grinta, son cœur légendaire dans ce match, avec un refus de mourir qui est gravé en lui, quoi, qui est inscrit en lui dans son ADN, avec peut-être les traumas qu'il a vécu dans son enfance, dans son adolescence avec Tony Nadal, qu'il a vraiment poussé très loin pour le former et pour en faire un immense champion. Cette victoire, on voit aussi toute la douleur, en fait, tous les sacrifices, ce qu'il faut pour être un champion. On va le voir aussi à Roland-Garros un petit peu après avec le pied endormi. Ça, je suis moins fan, mais cette finale-là, c'est Rafa, quoi. C'est l'essence de Rafa. Parce que même après la remontée, il est devant finalement, il sert pour le titre, il se fait débreaker, mais il reste dans le truc, quoi. Il reste vraiment inscrit dans ce match. Et c'est une finale presque métaphorique de Rafa, de sa carrière, de qui il est, parce que c'est le guerrier ultime, quoi. C'est le gars qui refuse viscéralement de mourir, qui veut toujours trouver des solutions, qui est une bête de compétition. C'est une finale culte, vraiment. Surtout à son âge, en plus, il y avait vraiment un côté à la fois inespéré, mais aussi on se dit, c'est certainement sa dernière occasion de remporter un deuxième Open d'Australie, et ça l'était. Et c'est brillant, tout simplement. Alors c'est à la fois tragique pour Daniil, mais c'est aussi brillant pour Rafa, de réussir à faire ça, de produire encore un morceau de bravoure de ce calibre-là. Et c'est juste un joueur intestable, Rafa, d'être capable de faire ça à quasiment 36 ans, dans ces conditions-là, avec le cœur qu'il a mis dans cette finale.
pour moi, elle est forcément dans son trio de tête. Le deuxième meilleur match de la carrière légendaire de Rafa Nadal, c'est la finale de l'Open australien en 2012 face à Novak Djokovic. Alors c'est la seule défaite de la liste, mais obligatoire de la mettre dans son top 10, et je pense obligatoire de la mettre sur le podium. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. En tout cas, tout est surréaliste dans ce match. On a un Djokovic sur lequel on pourrait se couper rien qu'en le touchant, tellement le gars il est affûté comme une lame de rasoir. Et puis de l'autre côté, on a un Rafa au sommet de son art en termes de combativité, qui livre tout physiquement, qui est aussi dans son prime. Et ce match, on a une succession infinie de rallyes brutaux qui durent quasiment 6 heures. Le match il dure 5h53. Alors il y a beaucoup de tirage de slibard et de rebond, mais 5h53, s'il vous plaît. Et surtout, ce match, c'est l'apogée du tennis physique. Alors c'est à la fois jouissif, mais en même temps, ça annonce les grandes tendances, les grandes lignes du tennis sur les 10, 15, 20 prochaines années. Là, on y est, de toute façon, avec les Sincaras. Et dans la période, on va dire, 2008-2016, donc l'ère du Big Four, c'est le plus grand match, avec peut-être le match en place numéro 1, mais c'est un match de zinzin, tout simplement. Ça dure 5h53. Il y a peut-être 3 points qui sont un peu mid, un peu mouif. Sinon, le reste du temps, c'est une boucherie. C'est juste un match hallucinant de qualité. C'est un highlight géant. C'est le plus grand match entre Djokovic et Nadal. C'est un match presque caricatural de leur qualité, de leur présence physique, de leur défense, de leur génie aussi tactique qui commence à s'affûter, à s'affiner au fur et à mesure des années. Puis il y a un moment très important pour Rafa, c'est qu'il mène 4-2 dans le 5e set, il mène 30-15 et il a un passing à porter en revers là, et s'il le fait, si ma tante en avait, mais s'il le fait, on est quasiment à 5-2. Et non, ça va faire 4-3 quelques instants plus tard. Donc c'est vraiment un instant pivot, parce que Rafa, là, autant la demi-finale contre Novak à Roland-Garros en 2013, il était en chasse-patate derrière. Là, c'est lui qui était devant, qui in fine va se faire récupérer. Et tout est too much dans ce match. Même la cérémonie à la fin où les deux récupèrent une chaise à l'improviste, s'assoient. Je crois que c'est Novak qui donne une bouteille d'eau à Rafa. Les mecs tiennent plus debout. En plus, les types qui font le discours et les annonces, merci, les sponsors et machin, ils ont aucune espèce de pitié pour Rafa et Novak qui sont au bout de leur life. On est quasiment à 2h du mat à cet instant-là. Bref, c'est une finale mythique, mais ça je vous apprends rien. C'est, je pense, la finale qui définit le mieux le Big Four. Et le plus grand match de la carrière de Rafael Nadal, eh bien c'est la finale à Wimbledon en 2008 face à Roger Federer. C'est le match qui a changé à tout jamais la carrière de Rafa, et qui a surtout changé la perception qu'on pouvait avoir de lui. Et ça, c'est super important. Notre rapport à Rafa, là, je vais parler peut-être de manière un peu plus personnelle, mais vous le savez peut-être, je l'ai peut-être déjà dit. Mais quand j'arrive sur ce match, ouais, c'est vrai qu'il y a l'histoire de Federer qui peut remporter un 6e Wimbledon consécutif, qui battrait du coup Borg, qui avait échoué lui aussi en finale lors de sa 6e finale consécutive face à John McEnroe. Et je démarre ce match. Je pense que je suis un peu plus pour Roger. C'est plus mon tennis, en fait. C'est plus mon affinité. Et au fur et à mesure de la rencontre, je me fais complètement capter par Rafa. Rafa vient me chercher, quoi. Comment il joue, comment il se bat. Et puis, dans le 4e set, le tie-break du 4e, comment Roger sauve cette balle de match avec son passing de revers. Bref, peut-être qu'on s'avance un petit peu trop dans le récit de cette finale-là, mais pourtant, auparavant, le contrat, il était clair. C'était Roger Federer sur gazon et Rafa Nadal sur terre battue. Chacun avait son précaré, puis il y avait ça se mélangeait pas trop. Pourtant, la finale en 2007, elle va déjà annoncer un sérieux rapproché de la part de Rafa sur gazon, et il y a une charge historique qui est très importante sur cette finale, bien sûr, mais il y a aussi le poids de la finale de Roland-Garros quelques semaines auparavant, où Rafa avait juste démantelé Federer. C'était pas simplement une victoire, c'était une humiliation. Il l'a désossé à un niveau
en finale de Grand Chelem, en finale de Roland Garros. Il l'a juste dispersé, il l'a ventilé. Donc, Roger, il arrive sur cette finale, et il le dira d'ailleurs, les premières impressions, le premier set, il est pas dedans, il a du mal à rentrer dans sa partie face à cet adversaire justement qui est Rafa Nadal. Et il y a cette finale de Roland Garros en tête, et il y a aussi ce premier point qui va être très important pour la dynamique de la finale. C'est un échange de 14 coups, et si vous le revoyez, vous voyez Rafa côté gauche qui met un sac, un pruneau, une banane flambée, longue ligne en coup droit qui va atterrir pile poil sur la ligne. Et là, Roger, il se dit, c'est pas possible. On est dans mon jardin. On se retrouve déjà à faire un rallye dès le premier échange, et il me met ça pour commencer la partie. C'est pas possible. Cette finale, elle est supérieure à celle de l'Open Australie pour moi, parce que déjà, on est à Wimbledon, donc on a une charge historique très importante, et surtout, on a un duel archétypal. On a une opposition de style avec l'élégance, la flamboyance de Roger Federer et le côté très physique, très brutal d'un Rafa. Donc si on devait le synthétiser, on dirait l'élégant face à la brute, même si Rafa ce sera beaucoup plus que ça dans les années qui vont suivre, et même peut-être en fait déjà sur cette finale. Nadal, quand on y réfléchit, bah c'est la créature parfaite pour aller battre Federer, c'est l'anti-Federer par excellence. Même sur gazon, il arrive à le prendre sur son revers, même si c'est un peu moins le cas parce que le rebond est un peu plus bas et c'est un peu plus simple pour Roger d'appuyer ses revers au niveau de sa hanche et aussi d'utiliser son slice qui fait des miracles sur gazon. Mais cette finale, c'est aussi et surtout peut-être l'ascendant psychologique net qu'a Rafa sur Roger, même si l'histoire entre les deux va connaître différentes péripéties et Roger va revenir en 2017 avec des intentions nouvelles, notamment sur son revers. On parlait du tie-break de la 4e manche. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne spécifiquement sur cette finale. Vous pouvez aller la voir ou la revoir. Le tie-break du 4e set, il fait basculer la finale dans l'irrationnel complet, quoi. Bah, comme le Borg-McEnroe. Le match qui va être quasiment terminé à la bougie. On voit plus rien sur le dernier jeu, une fois que Rafa a briqué. Et je trouve que c'est un match qui capte à la fois l'essence des fédales, mais aussi toute l'essence du tennis, et je dirais même plus toute l'essence du tennis ancienne époque. Parce que oui, effectivement, c'est un match qui est un peu physique, mais pas autant que la finale de 2012, très loin d'ailleurs de ça, et c'est la plus grande victoire en carrière de Rafa. Parce que c'est son premier Wimbledon, il bat Roger en finale, avec, je le répète, c'est très important, le poids qu'il y avait autour de cette finale qui était très très fort, et Rafa va se révéler tout simplement. Il va devenir l'immense champion qu'il a concrétisé par la suite, et surtout il va casser un peu cette image de joueur exclusif terre battue. Non, c'est pas ça. C'est un joueur qui a remporté 4 US Open, qui a remporté 2 Wimbledon et 2 Open d'Australie, et donc c'est une victoire clé, cruciale, et pour moi, c'est la plus belle de Rafa. Donnez-moi votre top dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, peut-être aussi tout simplement votre match préféré, le meilleur match de la carrière de Rafa. N'hésitez pas aussi à consulter les autres tops disponibles sur la chaîne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir été le partenaire de cette vidéo. C'est eux qui me permettent de continuer à vous proposer ce type de contenu. Avec CyberGhost VPN, vous sécurisez votre navigation, vous débloquez le contenu de toutes les plateformes de streaming, satisfait ou remboursé pendant 45 jours, alors n'hésitez pas.